Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Inauguration des districts urbains de Mébéré et d'Oveng en Guinée équatoriale. Des districts inaugurés par le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo. Objectif de ces centres urbains, améliorer les conditions de vie des habitants. Un déficit énergétique toujours important au Nigeria. En 24 ans, plus de 2 milliards de dollars ont été dépensés pour importer des groupes électrogènes. Un chiffre révélé par la base de données de l'ONU sur le commerce international. Et enfin, le secteur halieutique en grande difficulté à Madagascar. En raison de problèmes de gouvernance au sein de la filière, le manque à gagner pour Madagascar serait évalué à plus de 80 millions de dollars par an. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, victoire écrasante du parti présidentiel aux élections sénatoriales du 30 janvier dernier au Gabon. Sur 52 sièges, le Parti démocratique gabonais en remporte 45. Ces résultats provisoires annoncés ce 1er février par le Centre gabonais des élections ne créent pas la surprise. Le parti de Ali Bongo Ondimba était en effet le seul à concourir dans 22 des 52 circonscriptions. Au total, ils seront 67 députés à siéger au sein de la Chambre haute du Parlement. Si les 52 députés ont été élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux et départementaux, les 15 restants seront nommés par le chef de l'État. Notons que ces résultats doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. C'était un des projets phares de la présidence en Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo a procédé le 29 janvier dernier à l'inauguration des districts urbains de Mébéré et d'Oveng. L'enjeu principal de ces centres, assurer le bien-être des populations. Dans cette même perspective, plus de 50 centres urbains supplémentaires devraient être construits. Reportage de notre correspondante Corinne Kamzofiem. Des villages et communes transformés en centres urbains pour améliorer le niveau de vie des populations, c'est l'un des projets qui soutient l'émergence en Guinée équatoriale. Le 29 janvier 2021, le président Obiang-Nguema Mbasogo et son épouse ont officiellement inauguré les districts urbains de Mébéré et d'Oveng dans la partie continentale du pays. Pour l'homme d'État, la paix et la stabilité sont des préalables nécessaires pour asseoir un véritable développement. Nous devons cultiver la paix dans notre pays car elle est nécessaire pour le développement. Il s'agit d'avoir un cœur apaisé pour procurer le bonheur dans nos maisons. C'est ce à quoi j'invite tous les citoyens équato-guinéens pour qu'ensemble nous fassions de ce pays une grande nation. À l'image des grands centres urbains, les districts urbains sont dotés d'infrastructures essentielles pour l'épanouissement des populations. L'approvisionnement en eau, en électricité, des marchés modernes, des écoles et unités hospitalières, des logements sociaux et un plan d'urbanisation adapté sont garantis. La Guinée équatoriale vient de démontrer une fois de plus qu'avec un peu de volonté, on peut amorcer un véritable développement en Afrique. Donc la création des districts urbains, donc les centres urbains qui vont remplacer les villages traditionnels, est un exemple palpable. Il va démontrer que les Africains sont capables d'amorcer le développement de base en faveur des populations. Pour les autorités équato-guinéennes, le pays doit pouvoir mettre à profit ses rentes pétrolières et faciliter une meilleure redistribution en garantissant à tous les citoyens un cadre de vie décent. En Afrique, le pétrole n'est pas que malédiction, hein. Donc le pétrole peut aussi être une bénédiction. Et donc avec cet effort de transformation, de modernisation de l'État en matière d'infrastructures sociales, en matière de conditions économiques et sociales favorables aux populations. Et donc, la Guinée équatoriale peut se targuer aujourd'hui d'avoir, grâce à son pétrole, grâce à son gaz naturel, d'avoir réussi donc les défis du plan de développement qu'elle a mis en place. Même par temps de Covid-19, l'exécutif équato-guinéen entend poursuivre la transformation du pays. Plus de 50 centres urbains seront ainsi créés dans les régions continentales et insulaires du pays, un projet social qui vise également à rapprocher l'administration et la population.
4,6 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée par la Banque agricole du Sénégal en faveur de la filière rizicole. Un appui financier destiné à accompagner les acteurs de la filière durant la campagne agricole d'hivernage 2020-2021. La production du riz, qui compte d'ailleurs parmi les grands axes du plan Sénégal émergent. Les précisions d'Ameneji. La Banque agricole du Sénégal a accordé un financement de 4,6 milliards de francs CFA aux producteurs de la filière riz de la vallée du fleuve. Selon le chef du réseau de la Banque pour la zone nord, Massaer Diop, ce fonds va à l'endroit de la campagne d'hivernage 2020-2021 et réitère l'engagement de l'institution dans l'accompagnement de l'État à mieux gérer la crise sanitaire et économique. Et si jusqu'à aujourd'hui ce secteur ne décolle pas, c'est parce que tout simplement elle n'a pas trouvé sa clientèle. Elle n'a pas réussi à s'imposer ici au Sénégal, bien que le prix de vente soit inférieur au riz qui soit importé. Et ceci s'explique tout simplement par la nature même du riz qui est cultivé dans le nord. C'est un riz que les consommatrices ont du mal à maîtriser la cuisson. Et c'est paradoxal dans un pays où depuis plus de 100 ans on consomme du riz. Pour la campagne de contre-saison chaude 2020 au Sénégal, sur les 894 organisations paysannes qui avaient fait des demandes de crédit, 834 en ont bénéficié à hauteur de 8,9 milliards de francs CFA. Même si la Banque agricole finance plusieurs filières, la plus grande partie des fonds au niveau de la vallée du fleuve est destinée au riz subventionné avec plus de 15 milliards de francs CFA par an. Et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de mettre sur le marché un produit qui visiblement n'a pas convaincu les Sénégalais qui préfèrent acheter des produits importés. Et malgré le fait que ce riz coûte moins cher, il n'a pas réussi à s'imposer. Je pense qu'il faudrait revoir la variété. Peut-être que c'est une variété qui peut justement être cultivée dans le nord, qui demande peut-être un petit peu moins d'eau, mais visiblement, elle pose d'énormes problèmes aux consommatrices. Selon les autorités locales, la Banque agricole est la seule au Sénégal qui finance les petits producteurs en dehors du système financier décentralisé. Le produit intérieur brut agricole devrait progresser de 4% en 2021 et ce secteur, moteur de l'économie dans le plan Sénégal émergent, sert de cadre de référence des politiques publiques sur la période 2014-2035. Le Nigeria est toujours confronté à un important déficit énergétique. La base de données des Nations Unies sur le commerce international révèle des chiffres impressionnants. Au cours de ces 24 dernières années, le pays a dépensé 2,4 milliards de dollars pour importer des groupes électrogènes. Les détails avec Aïssa Toubari. Le Nigeria a dépensé pas moins de 2,4 milliards de dollars pour l'importation de groupes électrogènes au cours des 24 dernières années. C'est ce qui ressort des données publiées par le Bureau des statistiques du commerce des Nations Unies. L'importation de groupes électrogènes très polluants est en hausse depuis 1996 et a atteint son apogée en 2013. Alors, il faut dire qu'effectivement, depuis un certain temps, les coupures d'électricité sont intempestives. Cela justifie le fait que ces entreprises vont demander des produits de substitution, comme les groupes électrogènes, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes à une forte utilisation des groupes électrogènes, 4 fois plus que la demande en énergie au niveau du réseau électrique. Le déficit énergétique a contraint les Nigériens à rechercher des sources d'énergie alternatives. Entre 2015 et 2019, les Nigériens ont dépensé près de 500 millions de dollars pour l'importation de générateurs. Repenser le système, la politique énergétique du pays, surtout au niveau de la sélection des distributeurs, leur fixer des objectifs de performance, de produire une électricité qui est de qualité pour que, bien évidemment, les ménages, les industries puissent vraiment avoir confiance au système électrique, utiliser l'énergie qui est sur le réseau et donc réduire la dépendance vis-à-vis de ces moyens de substitution pour que ces moyens de substitution soient juste pour des cas ponctuels. Parce que mine de rien, ils sont utilisés mais ils ont aussi des impacts sur l'environnement. La capacité électrique installée au Nigeria est de 12 600 MW, mais la capacité réellement disponible atteint seulement 5 000 MW. En parallèle, la demande électrique est estimée à environ 20 GW, alors que les pertes globales du système électrique très élevées sont estimées à plus de 40%. Elle dénonce, je cite, un pillage organisé. À Madagascar, plusieurs organisations issues du secteur halieutique sont en alerte face à des problèmes de gouvernance au sein du secteur. Dans un communiqué, elles font état d'un manque à gagner considérable. Par an, l'État malgache perdrait environ plus de 80 millions de dollars en matière d'exportation de ressources marines. Les explications de Philomène Tine.
À Madagascar, les filières halieutiques traversent actuellement des problèmes économiques, notamment liés à la faiblesse de la gouvernance économique. Selon le groupement des entreprises de Madagascar et le groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes, cela fait perdre à l'État malgache plus de 80 millions de dollars par an en termes d'exportation des ressources marines. Madagascar se trouve face à de nombreux défis dans le secteur halieutique, puisque c'est un secteur qui a été quand même laissé relativement à l'abandon. Le groupement des aquaculteurs et des pêcheurs et des entreprises officiant dans le secteur halieutique s'est réuni que à deux reprises au cours de ce siècle présent. Par ailleurs, il y a aussi un stade primaire uniquement qui est exploité aujourd'hui, avec un certain nombre de pêcheurs qui peuvent vivre du secteur halieutique. On estime aujourd'hui à 1,5 million de personnes qui vivent de la pêcherie. Également, il est à noter que le montant annuel nécessaire au fonctionnement de l'autorité sanitaire halieutique du pays de 1,3 milliard d'ariary, soit environ 290 000 euros, n'est plus assuré. Cette situation qui prévaut dans le secteur halieutique malgache fait craindre au groupement des aquaculteurs et pêcheurs un embargo sur toutes les exportations halieutiques malgaches à destination de l'espace européen de la part du comité vétérinaire permanent de l'Union européenne. L'un des enjeux auxquels doit se souscrire Madagascar, c'est l'enjeu entre un attelage entre la pêche économique et la pêche responsable. Il faut nécessairement qu'il y ait un regard sur les normes environnementales et il faudra aussi que l'État investisse en termes de régulation pour permettre à ce secteur qu'il soit davantage sous les radars étatiques pour générer des recettes publiques. Le groupement des entreprises de Madagascar et celui des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes ont alors formulé 8 suggestions pour une meilleure gouvernance du secteur halieutique, dont l'exigence de plus de transparence sur l'octroi des droits de pêche, une meilleure organisation et représentation de la filière, l'adoption par l'Assemblée nationale du plan de lutte contre la pêche illégale. Dans l'actualité également, retour sur la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante instaurée par l'UNESCO en 2019. Cette célébration vise à promouvoir les différentes cultures que compte le continent africain. Entre expositions, ateliers ou encore conférences, cet événement est l'occasion de mettre en avant le patrimoine culturel de l'Afrique. L'UNESCO parle également d'une journée indispensable pour le développement du continent. En Côte d'Ivoire notamment, la 2e édition de cette journée s'est déroulée au Palais de la Culture d'Abidjan. Écoutons à ce sujet la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi. À l'instar de tous les pays, la Côte d'Ivoire célèbre ce 24 janvier 2021 la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, date programmée par l'UNESCO à l'occasion de la 40e session de la conférence générale tenue en novembre 2019 à Paris. En adoptant cette date, l'UNESCO et les États membres s'engagent à valoriser et à promouvoir les diverses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines, en les présentant comme levier efficace du développement durable, du dialogue et des cultures et de la paix. Pour la 2e année de commémoration, le gouvernement ivoirien, qui attache du prix à la valorisation de la culture africaine, décide de saisir cette opportunité pour sensibiliser les gouvernants africains sur l'impact que notre culture doit avoir dans la gestion au quotidien de nos États. La culture est un vecteur économique, pourvoyeur d'emplois, de création de richesses et de lutte contre la pauvreté. La culture a également un volet social très important qui renforce la cohésion et la cohabitation pacifique. Relevons également le rôle très important que joue la culture dans la transmission des valeurs éthiques et morales de notre société. Exemple, les alliances interethniques. Enfin, un devoir de mémoire s'impose à chacun de nous pour retracer le parcours de nos ancêtres déportés afin que nul n'ignore leur vécu et leur existence. Bonne célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante à toutes et à tous. Je vous remercie.
L'actualité, c'est également une nouvelle immersion qui se prépare au sein du royaume du Wakanda. Une aventure développée cette fois-ci sur petit écran. Si parallèlement, une suite de Black Panther est prévue pour 2022, une série du même univers devrait voir le jour sur la plateforme Disney+. Le projet sera piloté par Ryan Coogler, le réalisateur du blockbuster. À cet effet, un contrat de 5 ans a été signé entre le géant américain et le cinéaste. Le mystère reste pour le moment entier sur le nom de cette série, une série qui devrait être centrée sur les origines du Wakanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.